ici tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra lumière noire. Et posez-vous calmement avec le frérot qu'on appelle Sofiane, ça arrive lourd, sale, propre, vous n'êtes pas prêts. Bah. Bonjour tonton Marcel, ça fait plaisir de te recevoir ici dans nos locaux, dans nos studios. Ça fait plaisir, merci beaucoup d'être venu, c'est un réel plaisir de te recevoir. Tu as créé un média en 2007 qui s'appelait ndaoud.com. Je voulais savoir, avant de parler de ton parcours professionnel, peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas, mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Tu sais, parfois, quand je me promène dans le métro avec mes enfants, ils me disent, papa, il faut que tu changes de visage. Parce que tout le monde veut me dire bonjour, tout le monde veut me saluer, tout le monde veut savoir c'est qui le tonton Marcel, justement, qui a bercé, justement, ce papa, cette maman, cet enfant. T'as vu? Comme tout à l'heure, avant qu'on allume la caméra, tu disais, il y a une mimique qui était vraiment magnifique, je vais te la faire. Si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra, ndaoud.com. Bah! On est posé calmement avec l'homme qu'on appelle tout simplement Sofiane, la famille. Merci pour l'invitation. Merci pour le respect que tu nous donnes. C'est un réel plaisir, ça nous fait plus plaisir parce que franchement, on a grandi avec tes vidéos, tes interviews et tu fais partie aussi des gens qui, on s'inspire encore aujourd'hui, même si les vidéos, ça fait presque peut-être 5-6 ans que tu sors plus de vidéos par ndaoud.com. En tout cas, nous, on a grandi avec tes vidéos et tu fais partie des exemples pour nous. En tout cas, merci d'être là. Et je voulais savoir, tonton Marcel, où tu as grandi, quelle a été ton enfance? Déjà, avant de répondre à cette belle question, je tenais à préciser aussi, tu sais que normalement, tonton Marcel, aujourd'hui, devait être aux flammes. Effectivement. Parce que nous sommes aujourd'hui mardi 13, et c'est des flammes. Donc, tout mon manager, tout le monde est là-bas. Tonton Marcel devait être là, mon manager m'a dit, tonton, tu as une interview avec Sofiane. Donc, tu ne peux pas la louper. Moi, je sortais du boulot, je courais à la maison pour me préparer, pour me rendre justement, comment on s'appelle, aux flammes. On me dit, il y a une interview. Donc, je dis, non, je peux pas rater parce que c'est vrai que on avait discuté, on avait échangé. Voilà. Je suis là. Où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi particulièrement dans le 91, tu vois. D'accord. À Grigny. Tu vois, moi, je suis un enfant de Grigny. Et j'ai grandi vraiment dans le 91. C'est là-bas où j'ai fait tout mon enfance, mes armes, tout ça, tout. J'arrive en France, en 1987. J'atterris à un aéroport qui est pas trop loin d'ici, Charles de Gaulle. Je quittais mon village natal, Guiguédou, mon pays aussi. En Côte d'Ivoire. Voilà. Mon village natal et mon pays, la Côte d'Ivoire, tu vois. Je suis un Ivoirien. Et donc, papa nous ramenait ici avec la famille, en France en 1987. Notre première ville a été Grigny. Donc, on a fait toute notre enfance à Grigny dans le 91, Évry, Grigny, Corbeil. Justement, c'est ces trois villes qu'on appelait les 30 des Bermudes à cette époque-là, que maintenant beaucoup de rappeurs reprennent dans leur slogan, les 30 des Bermudes, tout ça, voilà. Et t'as grandi avec des frères et sœurs, tonton Marcel? J'ai grandi avec des frères et sœurs, effectivement. Grosse force à tous mes frères et sœurs. Je les embrasse. Ok. T'es le plus grand de ta famille, tonton? Non. Je devais être le 5e. D'accord. Voilà. Fameux nombreuse, hein. Papa, il dormait pas, lui. Les vrais voyants. Voilà. Un vrai Ivoirien. Machallah. 225. Et tonton, je voulais savoir, à quelle période t'as eu l'idée de te lancer dans la cuisine? Oh là là, ça c'est une question de ouf. T'as vu? En dehors de Grigny, j'ai grandi aussi dans une ville qu'on appelle les Ulysses. J'ai beaucoup côtoyé, j'ai grandi avec, comment s'appelle, Patrice Evra, justement, l'ancien footballeur, justement, qui était mon strap comme ça. Je connaissais bien toute sa famille, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je faisais beaucoup de conneries à l'époque. Un jour, il y a un monsieur qui est venu vers moi, parce que je détestais l'école, qui dit, Marcel, t'as l'air d'être un gentil garçon, je vais te donner une idée. Et c'était un frère maghrébin, un papa maghrébin qui est hyper gentil et très gentil, et en plus très intelligent, qui me dit, tu devrais faire un apprentissage de cuisine. Tu vois, parce que moi, mon vrai métier, c'est cuisiner. C'est ce qui m'a permis même d'aller vivre quelques années aux États-Unis, tu vois. Donc, il m'a dit, inscris-toi, comment ça s'appelle, dans un CFA. Si tu veux, je t'aide à faire les démarches, à t'inscrire dans un CFA. Faut pouvoir apprendre la cuisine et avoir plus tard un bagage dans les mains pour pouvoir justement plus tard t'en sortir. Et c'est là qu'il m'a inscrit justement, comment ça s'appelle, dans un CFA et que j'ai commencé à apprécier la cuisine. Voilà. Ok, tu t'es lancé directement, c'était la seule... J'avais 14 ans exactement parce que en fait 14 ans et après à 15 ans j'ai fait mon pré-apprentissage et à 16 ans j'ai fait mon apprentissage en fait. D'accord. Et là comment ça s'appelle, lui et moi on s'est débrouillé pour trouver comment ça s'appelle un restaurant qui voulait bien me prendre en apprentissage. Donc j'ai appelé une dame, paix à son âme, qui est morte aujourd'hui. Et comment ça s'appelle, qui a été mon mentor, ma grand-mère, tout. Et elle avait justement dans le 91
l'un des restaurants le plus important, comment ça s'appelle, de l'Essonne, t'as vu? Et cette dame, c'est elle qui m'a vraiment aidé dans ma vie, tu vois. C'est si tu vois aujourd'hui le mec comme que je suis, c'est vraiment grâce à cette dame-là, tu vois. Et donc, ouais, elle est morte aujourd'hui, t'as vu, je l'ai enterrée. Et vraiment, paix à son âme. Et comment ça s'appelle, c'était son mari, c'était l'un des hommes les plus connus en France ici. Et bon, je dirais pas le nom. Et comment ça s'appelle, j'ai téléphoné dans ce restaurant et j'avais exactement 15 ans. Et je dis, ouais, bonjour madame, et je cherche un restaurant pour pouvoir, comment ça s'appelle, faire l'apprentissage. Faire un apprentissage. Elle savait pas de quelle couleur de peau j'étais, qui j'étais. Elle me dit, ouais, débarque tout de suite, mets ta plus belle veste, ton plus beau costard, ta plus belle chemise, et débarque dans le restaurant. Et comment ça s'appelle, je débarque dans ce restaurant qu'on appelait le Boudin Sauvage, vraiment. Grâce à elle, comment ça s'appelle, je suis devenu ce jeune homme qui a quitté les rues, voilà, qui volait plus les voitures, voilà, qui plantait plus les gens. Voilà, elle m'a mis vraiment dans le droit chemin et voilà, qui m'a fait travailler aux États-Unis pendant plusieurs années. Et donc, en tout cas, paix à son âme, quoi, tu vois, c'est vraiment... Paix à son âme. Ouais. Et tonton, comment vous grandissez un peu à Grigny? Quelle est la mentalité de Grigny à l'époque? Ah, la mentalité de Grigny, c'était les sauvages, hein, mon pote. Nous, on était des sauvages, nous, on est nés dans la bagarre, nous. T'as vu, la violence. Mais avant de naître dans la violence, c'était d'abord grosse force à mon grand frère Espoir, BDJ Black Dragon avec Joe Dalton. Eux, c'était les danseurs au début, c'était les chasseurs de skins, tout ça, tout. Et c'est eux qui nous ont vraiment initiés dans les arts martiaux, la bagarre, tout ça, tout. Et Grigny, on parle plus de Grigny, hein. Grigny, c'est comme dit Dieu Sipi, c'est notre village, quoi, tu vois. De l'amour entre les voisins, mais de la violence entre les autres quartiers. D'accord. Voilà. Vous étiez en guerre avec les autres quartiers? Oui, oh là là. Paix aux âmes à tous ceux qui nous ont quittés. Qui reposent en paix. Nous, comme je te dis, c'est grâce à cette dame-là que j'ai quitté vraiment cet environnement malsain, tu vois. Mais sinon, ça se trouve, j'aurais pu passer à la trappe, mon ami. Bah, Dieu merci que t'es encore là et t'as fait de grandes choses, donc c'est le destin. Ici, là, regarde là, tu vois, là, j'ai reçu un gros coup de couteau, mon ami, tu vois. Ça a failli... Là, on a failli perdre les jambes, tout ça, tout, tu vois. Bon, Dieu merci, t'es en bonne santé. Voilà. Et bah justement, tu parlais de Joe Dalton. Ouais. C'est lui qui a accéléré un peu ton ascension par rapport à ton média Ndaoud. Ouais. Ah oui, c'est un truc de dingue, tu vois. T'as vu? Et maintenant, je vis aux États-Unis, à Denver, dans le Colorado, Winter Park, Silver Creek. Et je rentre en France pour des vacances. Au bout de quelques années, 4 ans, je rentre en France pour des vacances et justement, cette dame que je te parle, qui m'a permis de devenir ce bonhomme que je suis aujourd'hui, elle achète la dernière New Beetle qui vient de sortir. Donc moi, allez, je prends la New Beetle, boum, parce qu'elle est devenue ma grand-mère, tu vois. Elle m'a pris vraiment sur son aile. Je prends la New Beetle et je prends un pote avec moi pour aller manger un McDo, tu vois. Et en voulant aller manger un McDo, je traverse les rues de la ville de Orséville. Orséville, c'est une ville hyper aisée, tu vois. Et je traverse et il y a une station-service. Là, dans la station-service, il y a une belle femme dedans, tu vois, je vais dire. Je sais pas comment j'arrive à la voir. Je pilote la New Beetle et je tourne ma tête et je vois une putain de meuf, tu vois, dans le truc. Pilotage, wouh, je refais demi-tour. Et je vois cette belle malienne dedans. J'ai dit non, elle, à cause d'elle, je vais plus rentrer aux États-Unis. Tu vois, donc je reste là, je commence à la draguer. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux manger, tac, tac. Elle me dit, ouais, j'ai faim, je suis là depuis, nanana. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais au McDo, je reviens, tac, tac. Je suis pris ma voiture, wouh, je suis parti au McDo, je suis revenu aussitôt. Bah, tu vois, je veux dire. Je vais passer mon numéro. Mais le jour, comment ça s'appelle, d'après, je devais rentrer à Denver, tu vois, je vais dire. Donc, j'atterrissais à Houston. Ensuite, je prenais un autre correspondant qui me ramenait, comment ça s'appelle, dans le Colorado, à Denver. Et elle essaie de me joindre, mais je lui avais pas donné mon numéro américain, tu vois. Elle essaie de me joindre. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Grand-mère me dit, ouais, il y a une fille qui m'a vu avec la voiture, tac, tac. Elle me dit, oui, que je lui avais passé le numéro, tac, tac, et je suis pas revenu vers elle, là. Ah ouais, elle me dit, ouais, mais il est rentré aux États-Unis. Non, ma grand-mère me dit, ouais, mais il y a une fille qui essaie de te joindre. Bah, j'en ai rien à battre. Un mois plus tard, je reprends le billet d'avion, j'arrive en France ici, tac, tac. Mon poteau. Poum, j'ai abandonné les États-Unis, je suis resté là. Elle m'a fait 2 gosses, mon poteau. Et justement, t'es parti aux États-Unis par rapport à une déception amoureuse. Oui, oh là là, putain, toi, t'es fort, toi, tu t'es renseigné, toi. Ouais, je suis parti aux États-Unis par rapport à une déception amoureuse parce que c'est vrai que je suis justement amoureux d'une jeune fille, une Ivoirienne,
une frappe atomique, tu vois. T'as vu de la manière qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont Géchard de partout, là. Mais elle, à l'époque, elle était déjà Géchard comme ça, tu vois. Je lui ai dit, mais c'est qui cette bombe atomique, là? Mais tu connais, le problème, c'est que les femmes Géchard, il y a toujours des renards qui courent après, tu vois, je lui ai dit. Ils sont convoités. Ah, elles sont convoitées. T'as trouvé la phrase, tu vois. Donc, elle était convoitée. Elle m'a fait un chagrin d'amour de ouf. Moi, j'étais amoureux d'elle, tac, tac. Donc, pour ne plus la revoir, je suis parti voir la grand-mère et je lui dis, moi, je veux quitter la France. Elle me dit, bon, Koudou, parce que Koudou, c'est mon vrai prénom, Marcel Koudou. Elle me dit, j'ai des amis aux États-Unis, j'ai des amis à Johannesburg, c'est-à-dire comment ça s'appelle en Afrique du Sud, ou j'ai des amis, comment ça s'appelle à Londres. Londres, c'est trop proche de la France. 2 heures, j'allais revenir constamment. J'allais la voir encore le cœur. À l'époque, comment ça s'appelle Johannesburg, c'était trop violent. Donc, elle me dit, ouais, il y a le Denver, Colorado. Allô? Bon, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, boum. Mon passeport, il est pris. Il est ramené à l'ambassade des États-Unis. Boum, j'ai un visa de 10 ans. Boum, le soir même, je rentre aux États-Unis. Voilà. C'est passé chap. 4 ans, je devais rester 10 ans. Mais au bout de 4 ans, j'en ai eu marre, je suis rentré. Et quelle a été justement ton expérience aux États-Unis? Puisque c'est vraiment... L'expérience aux États-Unis était magnifique. Tu as vu, il y avait un membre de la famille qui avait un grand restaurant là-bas, à Denver, dans les montagnes. Et franchement, j'arrivais là-bas en tant que cuisinier français. J'ai apporté ma connaissance. C'était magnifique. Et son restaurant faisait des 100 couverts jour. Je suis arrivé, on a multiplié les couverts parce qu'il y avait un cuisinier français qui apportait la touche française, tu vois, les gâteaux français, la nourriture française, avec la nourriture américaine, mais je la transformais en nourriture française, tu vois. Et donc, franchement, c'était magnifique. Et même, je vais te raconter comment s'appelle une anecdote, une expérience qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment bouleversé parce que j'ai regardé le film de Tom Hanks quand il est resté, comment s'appelle, coincé dans un aéroport américain et qu'il pouvait pas se rendre dans son pays parce qu'il y avait un coup d'État. Et le fait qu'il y ait un coup d'État dans son pays, son visa, il est caduque, donc il peut pas rentrer aux États-Unis, donc il est au milieu, comment ça s'appelle, dans l'aéroport. Et ben ça, c'est ma vie pendant une journée entière aux États-Unis, à Denver. Parce que, tout simplement, Paul, en fait, il habitait à 3-4 heures de Denver. Tu vois, je veux dire, donc, et aux États-Unis, quand tu travailles, le matin, tu travailles toute la journée, tu vois, je veux dire. Donc, en fait, il est venu me chercher que le lendemain. Ça veut dire que moi, j'ai voyagé le matin en France, et quand j'arrivais là-bas aux États-Unis, c'était tôt le matin. Donc, il fallait que je dorme dans l'aéroport, comment ça s'appelle, Denver. J'ai dormi dans l'aéroport de Denver. Et tout ce que Tom Hanks, il fait dans le truc, c'est moi. Je vais dans les toilettes, je me rase, je fais les trucs, je fais mes besoins. Je sais pas parler un seul mot anglais, mais tout le monde me comprend et j'arrive à comprendre tout le monde. Je vais manger, j'ai dit burger. On m'emmène à Burger King, tu vois, dans l'aéroport même. Et je te jure, la vie de Tom Hanks, c'était moi complètement pendant une journée entière aux États-Unis. On peut dire que tu t'es très vite adapté alors. Je me suis très vite adapté. Parce que, comment ça s'appelle, t'as vu, nous, les boucs de Évry, Grigny, Corbeil, nous, on avait une particularité, c'est qu'on aimait trop les States, tu vois. Comment ça s'appelle, les Américains, la musique américaine. Donc, quand on écoutait les States, on regardait leurs clips, on avait l'impression déjà qu'on était Américain. Donc, très vite, par rapport à tout ça, j'étais persuadé que déjà j'étais un Américain, tu vois. Même, j'arrive à peine de, comment ça s'appelle, parce que mon premier aéroport où je fais le changement, c'est comment ça s'appelle, Philadelphie, l'aéroport, comment ça s'appelle, ouais, de Philadelphie ou Pittsburgh, tu vois. Et donc là-bas, je reste, comment ça s'appelle, juste 2 heures d'escale, le temps de faire l'escale, et j'achète. Vraiment, je commence à acheter les baggy, les cross colors, les marités, tout ça, tout. Et quand j'arrive, comment ça s'appelle, à Denver, je commence à me changer, je me prends déjà pour un Américain. Ça me donne envie de... Ah non, mais franchement, les États-Unis, c'est lourd, hein, je vais pas vous mentir, c'est très lourd. Et même, c'est grand, c'est comme un exemple pour la France, même, je pense. Ils sont toujours à la pointe de la technologie, dans les films, dans la musique. Ils ont 10 ans, enfin, on a rattrapé un peu ils ont vraiment un temps d'avance. Et les States, ça restera les States. Tu vois ce que je veux dire? Tout est gratte-ciel. Le chef de la police, comment ça s'appelle, à Houston, c'est un Renoir, tu vois. À mon époque, hein, quand je te parle de ça, c'était en 2000, parce que je suis rentré en 2004, tu vois. Je parle de ça. Mais j'ai fait l'Utah, j'ai fait l'Arizona, j'ai fait Minnesota, j'ai fait, comment ça s'appelle, Newark, comment ça s'appelle, c'est pas New York, mais Newark, c'est comment ça s'appelle la ville de Pennsylvanie, New Jersey, tout ça, tout, tu vois. Non, c'est lourd. Et à ton arrivée, justement, en France, après, t'as toujours travaillé dans la restauration? J'ai toujours travaillé dans la restauration, justement, mais ma grand-mère, père son âme, qui connaît énormément de beau monde dans la cuisine. Donc, comment ça s'appelle, elle me place chez des amis à eux, le temps que je puisse me refaire, comment ça s'appelle, au niveau du travail, parce que financièrement, j'étais déjà vraiment refait. Je sais pas comment j'ai fait. Moi, j'ai connu le 11 septembre, comment ça s'appelle, aux États-Unis, et impossible de voyager. Je sais pas comment je faisais. Moi, j'arrivais à voyager.
Et je suis rentré en France, comment ça s'appelle, quelques temps plus tard. Je sais pas comment j'ai fait. J'avais presque 15 000 $ sur moi. Alors que les contrôles étaient drastiques. Vraiment, c'était impossible de passer autant d'argent. J'avais un ordinateur, un caméscope et 15 000 $ en liquide. Mais j'ai mis de l'argent dans mes chaussures. J'ai mis dans l'ordinateur, je sais pas. Et mes 15 000 $, ils ont passé la douane. Normal. C'est un truc de ouf, hein. Exactement. Et après, tu avais du temps, entre guillemets, le soir. Tu cherchais une occupation, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et des jeunes qui ont été dans la musique, c'était un groupe. Et c'est eux un peu qui t'ont lancé dans ton premier média. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton premier média? Mon premier média a eu, comment ça s'appelle, vie, parce que, en fait, j'ai sorti une marque de vêtements. Parce que justement, en fait, je voulais maintenant devenir entrepreneur. Tu vois, je vais dire quand même, j'ai fait de l'oseille, je suis propriétaire, comment ça s'appelle, de mon appartement, j'ai une femme, j'ai un enfant qui arrive, ma femme elle est enceinte, tu vois. Donc maintenant, il faut que je rentre dans la vie active, tu vois. Je vais dire, il faut plus rester sans rien faire. Et je crée une marque de vêtements. Et j'ai un ami qui avait acheté la machine de flocage, du Flex. Et il flexait. Et je vois plein d'artistes, plein de rappeurs. Je dis, il faut que j'habille des rappeurs. C'est comme ça au début. Il faut que j'habille des rappeurs. Donc, première tentative, je voulais habiller Sefiu. Et Sefiu, avec Génération, j'avais pas encore ouvert la marque le site de rap. Moi, je savais pas c'est qui Sefiu. Au début, on me dit, ouais, il y a un rappeur qui arrive comment ça s'appelle, au plan, tout ça, tout, à Héris Orangis. Non, viens, tac, tac. Donc, moi, j'arrive, je dis, allez, je vais essayer d'habiller Sefiu, tu vois, je vais dire, parce qu'on voyait ses affiches collées partout, qui je suis, tout ça, tout, mais on voyait jamais sa tête, tu vois. Et, donc, je vais voir Sefiu, je rencontre Sefiu, je dis, ouais, bonjour, je m'appelle Marcel, tac, tac, j'ai créé une marque de vêtements. J'aimerais bien que tu portes la marque de vêtements. Il m'a dit, Sultan, ça sera avec plaisir. Marcel, ça sera avec plaisir, mais j'ai déjà ma marque de vêtements, moi. Donc, je peux pas, tout ça, tout, tac, tac. Donc, j'ai dit, ah là, je suis parti un peu trop haut, là, tu vois. Il faut que je redescende un peu. Donc, en redescendant un peu, j'ai un frérot à moi qu'on appelle Eric, grosse force à Eric, du canal, du quartier de Olkari, et fils de Bouscapé, justement, Eric, un Ivoirien, qui me dit, tonton, moi, j'ai des petits jeunes qui rappent, qu'on peut habiller, si ça t'intéresse, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai dit, bon, ramène-les-moi à la maison. Tu vois, il me les a ramenés, on a discuté, Lidra et Rasco, qui étaient deux petits jeunes de nationalité italienne, qui rappaient fort, qui étaient forts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a commencé à discuter, et Lidra, il me dit, tu sais que Rasco, il crée les sites, tu vois. À la base, on voulait créer le site de la marque, tu vois. Il dit, crée le site. Et là, je vais parler français. Moi, je connaissais pas le site de rap Bouscapé parce que moi, je vivais aux États-Unis. Et ils me disent, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? J'ai fait de la publicité pour Bouscapé, là. Et je dis, moi, je connais pas Bouscapé. Moi, je connais des sites de rap aux États-Unis, mais je connais pas le site de rap Bouscapé. Mais c'est un mec qui filme des rappeurs. Je dis, ah bon? Et je sais pas pourquoi. J'ai dit, moi aussi, je vais filmer des rappeurs. Et c'est là que, comment ça s'appelle, il m'a dit, il peut même te faire ton site ce soir même, là. Je dis, ah bon, c'est vrai? Il dit, ok, d'accord. On est parti. On va créer le site de rap qui va s'appeler, on sait pas encore. J'ai dit, vous rentrez à la maison, tenez des vêtements pour vous, mais créez-moi mon site. Et quand vous revenez, je vais vous trouver le nom. Donc, on a trouvé des noms différents. Hinenebohod, Hinehood, Hinenanana. Après, je dis, tiens, aux États-Unis, le hood, c'est le ghetto, Hinenebohod, nanana. Après, on va dire, j'ai dit, allez, au lieu de dire Hinenebo, je vais dire Endaoud. Je vais enlever le I. Pour que ça sonne un peu plus français. Voilà. Ouais. Donc, j'ai retiré le I. Et comment ça s'appelle? J'ai dit Endaoud. Après, maintenant, le problème, c'est que Endaoud, en France, ici, et en Allemagne, c'était un site de cul. Qui marchait bien. Qui cartonnait de fou. Mais je me dis, je m'en bats la race, je vais quand même le maintenir. Tu vois, je vais dire, maintenant, je paye le serveur. Et maintenant, il faut maintenant trouver du contenu. Et ça, je réfléchis. J'appelle, comment s'appellent maintenant les grands de PNL. Mental, Bison. À cette époque, c'était les mecs des Tarterets, justement, clan hostile. Je les appelle, je les connais très bien. Allô, les mes bougs, là, et votre gars, il vient d'ouvrir un site de rap. Vous êtes des rappeurs, j'ai monté dans le game, j'ai besoin de vous tout de suite. Ah, tonton débarque au quartier, nanana, viens, tac. Première interview, tac, je leur fais, tac. C'est première interview. Première interview, comment ça s'appelle, sur Endaoud, c'est clan hostile, les grands de PNL. C'est Mental, Bison, voilà, tout ça. Donc, on y va dans leur quartier, on les filme, tac, tac. Et moi, le problème, c'est que j'étais persuadé que j'allais mettre
sur le site, bon, mais ça allait cartonner, tu vois. Je sais pas, je mets sur le site une vue. Et là, une vue, c'est qui? C'est moi. Je m'admire entre deux trucs. Donc, je dis, oh, comment je peux faire pour que ça cartonne? C'est pas grave. Je filme d'autres artistes inconnus au bataillon, tout ça, tout. Une vue, deux vues, une vue, deux vues, une vue, deux vues. J'appelle mon grand frère. Je dis, ah, là, ton petit frère, là, il est un peu dans la demeure, hein. Il faut que le site, il booste, là. Il me dit, le site va booster ce soir. Je dis, comment ça, le site va booster ce soir? Il me dit, t'inquiète pas. Il y a un clash entre Jean Gabin, Rof et Joe Dalton. Rof, il a donné sa partie à Bouscapé. Toi, tu vas donner ta partie. Avec l'appel, justement. Voilà. Et Rof, comment ça s'appelle? Joe Dalton va te donner sa partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tiens, voici le numéro de Joe. Appelle Joe de ma part. Tu lui dis, ouais, c'est le petit frère Espoir. Il va débarquer tout de suite. T'inquiète pas. Donc, j'appelle Joe. Allô, Joe? Il me dit, ouais, le grand frère vient juste de m'appeler. T'es disponible quand, là? J'ai dit, mais je suis disponible, là. Je suis au restaurant. J'ai une pause. Tu débarques et on fait le truc. Il me dit, c'est où? Je dis, ok, c'est à Saint-Michel. Il débarque à Saint-Michel. Donc, on fait l'interview. Et je me suis dit, quoi? Si je mets la vidéo en entière sur Ndaoud, la vidéo va jamais marcher. Maintenant, quelle est la stratégie pour que la vidéo puisse fonctionner et que ça va vraiment tout niquer? Et à ce moment-là, il y a un site qu'on appelle Dailymotion. À l'époque, avant YouTube, c'était Dailymotion. Donc, je vais sur Dailymotion, je crée ma petite page Dailymotion et je mets une petite partie, un teaser de l'interview de Joe sur Dailymotion et je dis la suite en exclusivité sur Ndaoud. Et là, tu étais tout seul, tu n'avais pas d'associé. Non, j'ai pas d'associé à ce moment-là. Le lendemain, le site m'appelle, le serveur m'appelle, il me dit, s'il vous plaît, il va falloir prendre un serveur plus grand parce que on n'a jamais eu un site qui explose autant depuis que on a ouvert notre serveur. Tu vois, t'avais fait 200 000, un truc comme ça. J'ai tout explosé. Ah. C'est même pas 200 000, c'est plus. Et ça a explosé le serveur, en fait. Ça veut dire que le site de cul et il est redescendu c'est fini. Tu vois? Et je me souviens, bien avant ça encore, je suis parti un peu d'abord au Planète Rap dans un Planète Rap. Et j'ai dit, ouais, je suis Tonton Marcel, j'aimerais que vous interviewez, tout ça, tout, j'ai un site de rap. Est-ce que vous pouvez dire Ndaoud? Tous les rappeurs me disaient, mais tonton, pas tonton. Oh, mais ton site, c'est compliqué, on peut pas dire le nom, Ndaoud, c'est trop long, nanana. J'ai fait l'interview de Joe. Ça a explosé. Tous les rappeurs m'ont tous contacté. Non, mais on rigolait. Et justement, comment t'arrivais à te faufiler à Skyrock, à Génération, puisque t'as connu tous les endroits où les artistes allaient, quoi. Tu sais, je vais te dire un truc. Alors qu'à la base, on rappelle, t'avais aucun contact. J'avais aucun contact, mais j'avais quand même du contact parce que, en fait, mon grand frère, c'est un mec très, très connu dans le milieu. Il a fait, il a protégé les Joey-Star, il a protégé les Oxy, il a protégé les grands rappeurs de l'époque, tu vois. Donc, il avait un pied dedans. Voilà. Donc, quand j'arrivais devant comment Cool Chain ou Joey-Star ou Lorco City, ah, c'est le petit frère Espoir, non, boum, boum, tu vois, ça allait vite, tu vois. Donc, mais c'était pas eux à la base au début que je cherchais. Maintenant, je vais te dire un truc. Comment j'arrivais à me faufiler? Il y avait quelqu'un qui avait le marché. C'était Fif qui avait le marché. Mais tonton Marcel était fort. À un moment, eux-mêmes, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, comment tu fais? Même nous-mêmes sommes devenus fans de toi. Parce que t'es tout seul et tu fais ce que nous, on fait à 10. J'ai dit, parce que c'est la niaque. Tu vois ce que je veux dire? Comment j'arrivais à me faufiler? Donc, j'arrivais à Skyrock. On voulait pas me laisser rentrer. Et un jour, je suis posé devant Skyrock et je vois Alibi Montana. Je dis, bonjour Alibi, ouais. Je m'appelle Tonton Marcel, je viens de créer un site de rap. Donc, c'est pour filmer un peu ton Planète Rap. Ça te dérange ou pas? Non. Alibi dit non, ça me dérange pas. Donc, je monte avec Alibi, tac. Donc, si les gens qui connaissent un peu Skyrock, il y a la baie vitrée. Et après, on passe là, on peut rentrer dans le premier studio. Donc, je rentre moi, au début, je reste parce que je suis un peu timide, je connaissais pas les gens, tu vois, je vais dire. Je restais dans le truc. Et Alibi me dit, viens, filme, tonton. Donc, je filme, tac. Dédicace à Alibi. Voilà, grosse force à lui. Grosse force à lui. Voilà. Donc, je commence à le filmer. Et d'un coup, on me dit, non, arrête de filmer tout ça, sors de Skyrock, va à l'autre côté, nanana. Donc, moi, t'as vu, à ce moment-là, j'étais pas le tonton Marcel que j'étais, tu vois, j'étais Marcel, tu vois, j'étais pas tonton Marcel, j'étais Marcel. Donc, moi,
timide, je veux pas jouer les gros bras, non. Donc, je me mets dans le truc, j'arrête de filmer, tu vois. Et il y a Laurent Bounot qui passe. Il me dit, mais pourquoi t'es fâché? Je dis, ouais, on me dit de ne pas... À ce moment, Laurent Bounot ne me connaissait pas, je ne connaissais pas. Ouais, on me dit, c'est interdit de filmer dans ce cas-là, tout ça, tout. Qui t'a dit ça, nanana? Il me dit, je lui dis, mais genre, c'est dedans, il m'a dit. Il me dit, hey, rentre à la maison. Demain, tu reviens, tu filmes le Skyrock. Laurent Bounot me dit, non, demain, je suis revenu, j'ai filmé le Skyrock normal. J'ai mis dans le truc, tout le monde commence à m'appeler. Tu vois? Pas m'appeler, m'envoyer des mails. Tu vois? Attends, tu peux te rendre là, tu peux te rendre là, tu peux là, nanana. C'est là qu'on peut. Mais la première vidéo qui a fait vraiment que ça a démarré, c'est comment ça s'appelle Joe Dalton. Ouais. Ah, Joe Dalton, quand ça a explosé. Et c'était une grosse histoire qui ouais. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de Non, il n'y a pas eu de mort. C'était que des petites C'était lourd, Dieu merci. Ah oui. Tonton, quelle a été la plus grosse difficulté à tes débuts pour essayer de te faire un nom? La plus grosse difficulté, ça a été de faire en sorte que, en fait, je puisse trouver des artistes qui voulaient se faire interviewer au début. Tu vois, c'était ça vraiment. Et surtout des artistes qui avaient des noms. C'était ça vraiment qui avait été ma plus grosse difficulté. Sinon, c'était easy pour moi vraiment, tu vois. Ok, donc après la vidéo de Joe Dalton, on peut dire que tout s'est accéléré. Oui, tout s'est vraiment accéléré. Avec t'as fait justement la première interview, on peut dire que t'es un précurseur, t'es un visionnaire, dans le sens que t'as mis en avant des artistes qui inconnus au bataillon, qui sont devenus aujourd'hui des grands noms du rap français. Mais tu sais que, je vais pas te mentir, j'aimerais quand même dédicacer un artiste que beaucoup ne veulent pas considérer comme un artiste, et lui-même, il a jamais dit qu'il était un artiste, mais c'était un artiste quand même pour moi personnellement, parce que en dehors de Joe Dalton, il y a eu un artiste qui était très important pour moi. Et t'as vu, je vais te dire un truc, je vais te donner une anecdote tout de suite, mais je te citerai pas le nom de la personnalité. Je sortais d'une grosse soirée mercredi avec mon frérot justement, Alan qui est juste derrière vous. Et mercredi et jeudi, le jour férié, j'avais rendez-vous avec une star planétaire dans un grand hôtel de Paris. Je suis resté avec lui pendant 1h30. Il m'a pas invité à boire, il m'a pas invité à manger, et lui, il buvait et il mangeait devant moi. Et j'étais énervé, et je devais travailler avec cette personne-là, alors qu'il a la maxi caillasse. Mais juste par rapport à ça, j'ai pris l'initiative de ne pas travailler avec cet artiste-là. Donc j'ai coupé court, je suis rentré chez moi. Un artiste américain Non, un artiste français, mais international. Africain, international, vraiment très connu, tu vois, qui peut quasiment remplir le Stade de France. Mais par contre, pourquoi je veux en venir là, c'est que cet artiste que je vais te parler maintenant là, il s'appelle Morsay. Morsay, à chaque fois que j'étais avec Morsay, il m'a toujours reçu, il m'a toujours respecté. Tu vois, alors que c'est pas une star internationale, mais c'était un bouc qui était avec le cœur. Et c'est ça vraiment que j'aime chez l'humain. L'humain qui sait se servir de son cœur pour aider les autres. Et grosse force à... Ça fait partie des plus belles personnes que tu as rencontrées dans... C'est la plus belle personne que... C'est pas, ça fait pas partie des plus belles personnes dans le rap. C'est la plus, pour moi, personnellement, tonton Marcel, c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée dans le rap français. Bah, je vais pas te mentir. On va me dire, tonton Marcel, oui, mais t'as rencontré Nino. Mais oui, mais t'as rencontré Morsay. Oui, non, pas Morsay. Oui, mais t'as rencontré Niska, Gradure, Caris, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je m'en bats la race de tous les noms que je viens de citer. Morsay, pour moi, dans le rap français, c'est ma meilleure rencontre. C'est le plus authentique. C'est ma meilleure rencontre en dehors d'un boss de maison de disques Universal qu'on appelle Alex Kirchhoff. Voici les deux mecs que j'ai vraiment rencontrés. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai 3 enfants avec 2 femmes. Ma fille, elle a eu un problème. J'ai permis à Gradure d'arriver au devant de la scène. J'ai permis à Niska d'arriver au devant de la scène. J'ai permis à Caris d'arriver au devant de la scène. J'ai permis à Joka d'arriver au devant de la scène. J'ai permis à beaucoup d'artistes, que je ne cite pas le nom parce que j'ai pas envie de citer leur nom, d'arriver au devant de la scène. C'est pas eux qui m'ont aidé à faire en sorte que ma fille puisse être guérie. C'est Alex Kirchhoff, ce patron de maison de disques de Universal. Que Dieu le protège, incroyable. Et justement, comment tu as pu rencontrer Gradure, Niska? Par quel intermédiaire tu as pu les avoir? Tu sais, Niska,
il m'écrivait au début sur Ndaoud, je calculais pas. Je calculais pas, tu vois. Et j'aimais, mais je calculais pas. Parce qu'au début, je ne savais pas il venait de quel quartier. Je sais qu'il venait de Évry, mais tu sais, le problème de nous, Évry, on a beaucoup de quartiers qui sont en guerre. Donc, je savais pas s'il venait d'un quartier en guerre avec nos autres quartiers. Et un jour, j'ai un pote à moi qui s'appelle Divise, avec qui, justement, j'avais signé un artiste chez Universal, et avec qui, justement, comment ça s'appelle, on a travaillé les 4 queues, Tiakola, ainsi de suite, tout ça, tout. Il me dit, tonton Marcel, il y a un petit du chantier du Coq. Quoi, il m'a dit chantier du Coq? Bah, mais c'est mon quartier. C'est là, j'ai grandi, je suis un ancien de ce quartier. Donc, il me dit, ouais, il y a un petit jeune là, que j'aime bien, va falloir que tu ailles le rencontrer. J'ai dit, ah bon? Il est fort? Il me dit, il s'appelle Niska. Et c'est là qu'en fait, je regarde mes mails. Je dis, mais, ah ouais, c'est le petit, c'est lui là, donc il vient vraiment de trucs. Donc moi, j'appelle tous les sites de rap. Écoute bien, j'appelle tous les sites de rap. Tous les sites de rap, ils me disent quoi? Il est nul, il sait pas rapper. J'ai dit, ok. Vous dites qu'il est nul, il sait pas rapper. Moi, je vais aller. Je vais lui donner la force. Il va péter. Et vous allez dire demain que lui, il sait rapper. Donc, il m'appelle. On parle ensemble. Avec Divise. Un soir, on arrive là-bas. Vous savez, je vais vous dire un truc. C'est ça qui est fort avec tonton Marcel. Quand des médias arrivent dans un endroit, les gens, ils acceptent le média. Il n'y a personne qui sort. Mais quand tonton Marcel arrive avec son média Ndaoud dans un quartier, c'est tout le quartier qui sort pour voir le phénomène tonton Marcel. T'étais authentique, ça se voyait de toute façon. Vous voyez ce que je vais dire. Donc là, j'arrive maintenant au chantier du Coq. Personne ne sait encore qu'il y a tonton Marcel. Et personne ne sait que j'ai une caméra sur moi. Tu vois? Et je suis posé dans la maison de quartier en attendant que je suis posé calmement. Et en fait, le problème, c'est que les gens ne savent pas. Parce qu'à cette époque, je montre pas mon visage. Les gens, ils savent pas qui est tonton Marcel encore. On dit, ouais, tonton, il arrive. Mais en fait, je suis déjà là. Mais ils savent pas que c'est moi. Tu vois? Et là, maintenant, on me dit, Niska, il est arrivé. Maintenant, j'arrive devant lui. Salut, Niska, tonton. Tu vois, étonné. Et là, maintenant, quand on a su que c'est maintenant moi, tout le quartier commence à sortir. Pour savoir maintenant qui est le phénomène du rap français, tonton Marcel. Et là, maintenant, je commence à dégainer. Si, tonton Marcel, toujours au cœur du terme, avec l'artiste qu'on appelle Niska. Et Niska, il dit comme ça, bien, hein, de sa bouche. Maintenant que la caméra de tonton Marcel est sur nous, elle ne va plus jamais repartir. Ouais, je me rappelle. Et la lumière va plus jamais partir. Et quand j'ai commencé à le filmer, je l'ai plus lâché. Jusqu'à ce qu'il pète. Universal, il m'appelle. Tonton, on veut signer cet artiste. J'ai dit, débarquez. Il est là. On fait plein de freestyles, même j'ai encore des freestyles dans la maison que j'ai pas diffusé de Niska. Au quartier. Là, avec, comment s'appelle, l'abbé. C'était sa première interview, justement. Première interview. On a fait plein d'interviews. Avec toute la bande, avec Madran, grosse force à eux. On est parti en Suisse ensemble. On est parti là ensemble, on a fait ça. Willem Thomas, il arrive, il fait le, comment s'appelle, Mathieu Ducharot. Ouais, Mathieu. Tu vois? Allô, Maître Simonard, tu vois? C'est les sons qui voilà, tu vois? Péter. Quand je mets la vidéo sur Ndaoud de la famille. Raz-de-marée. Ah ouais, je savais que le phénomène, il allait. C'était puissant, il avait la dalle. Mais bien avant Niska, je fais d'abord Gradure. Ouais, c'est la première fois qu'on l'a découvert, justement. Gradure, c'est avant Niska. Le freestyle et tout ça, t'étais avec tes enfants. Ah oui! Ah oui! Dans la poussette. J'avais mon plus petit, vraiment... que je dirais pas le nom, il avait cette taille-là, et l'autre, il était tout petit dans la poussette. Et quand vous écoutez bien le freestyle, vous entendez, il gueule dans le truc, tu vois? Je te dis, et grosse force justement à cet artiste-là qu'on appelle Cozy, parce que c'est Cozy qui m'appelle, qui me dit, tonton Marcel, j'ai un artiste qui va retourner le game, s'il te plaît. La seule personne qui peut faire en sorte que cet artiste pète, c'est toi. J'ai pas envie qu'il aille sur les autres sites parce que les autres sites n'ont pas la puissance que toi, tu as. Et de la manière que tu vas interviewer l'artiste, c'est ça qui va faire qu'il va exploser. J'ai dit, Cozy, toi-même, tu connais ton bouc, tonton Marcel, c'est un cuisinier. Non, dans la cuisine, on me laisse pas comme ça. Tu vois? Donc, si tu peux venir avec l'artiste à Paris, là, je peux me débrouiller pour quitter et je peux venir filmer. Et donc, je vois comment un Gradure qui vient de loin avec une béquille. Et on est posé vers la poterne des Peupliers, là-bas, dans le 13e arrondissement.
Même, j'en suis sûr que les petits jeunes aujourd'hui du 13e arrondissement, ils doivent s'en vouloir d'avoir dit, mais, faut baisser un peu le son. Parce que s'ils savaient que ce phénomène-là allait être le rappeur qu'il est devenu aujourd'hui, ils allaient demander des autographes. Et tous les petits jeunes du 13e sont passés devant lui, tu vois. Ils calculaient pas. Et après, ils ont regardé la vidéo. Oh, mais c'est lui. Ils m'ont appelé les petits trucs. Tonton, c'est Gradure qui avait pété là, c'est lui. Tu vois. Donc, en fait, Cozy, il me présente et il fait un freestyle. J'ai dit, non, Gradure, calme-toi. Légendaire. Calme-toi. A cappella, tout. Oh, non. Une voix de mal. Oh là 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 là. Et j'avais une seule envie, c'était d'arrêter le freestyle, d'arrêter l'interview, aller à la maison et mettre la vidéo sur Endaout pour qu'elle explose. Parce que il y a très peu de rappeurs qui m'ont donné des chairs de poule. Quand un rappeur me donne une chair de poule, je sais que cet artiste va péter. J'ai dit à Gradu, comment ça s'appelle? À Cozy, j'ai dit Cozy. Là, t'as un phénomène dans les mains. Là, t'as des millions de dollars dans les mains. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le lendemain, Cozy, il est parti au placard. Tu vois. Et grosse force, c'est qui est-ce qui a repris le management. Et Universal m'appelle, tonton, on veut signer cet artiste-là. Parce que je vais te dire un truc. À cette époque-là, j'étais le site que les gens regardaient. Et quand on dit que il y a eu le vrai million de vues, je pouvais te le faire, même pas en une semaine, peut-être en 3 jours. Je te faisais mais c'était millions de vues réelles. Ouais. C'était pas vues achetées. Mais de toute façon, il n'y avait pas de vues achetées à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de vues achetées. Et Internet était ouvert. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais le million de vues, c'est parce que tu as racheté, tu as mis de l'argent, ou bien tu as payé des vues. Moi, c'était les vrais millions de vues réelles. Sans forcément te faire de la pub, sans de forcer. la promotion. Rien. Je balançais seulement. Et tout le monde voulait savoir quel est l'artiste que demain tonton Marcel allait mettre. Et tout ce que je disais, ça se réalisait. Et après, comment ça s'appelle, il y a eu des aléas de la vie qui ont fait qu'après... Mais tonton Marcel, en fait, comment t'as eu l'idée de prendre que des artistes qui sont pas connus et entre guillemets comment tu voyais en fait le potentiel des rappeurs sans forcément qu'ils ont fait quelque chose de fou, tu vois? Moi, en fait, t'as vu, j'avais laissé... Après, j'ai pris un associé qui s'appelait Amjazz. Et on avait décidé de faire en sorte que, en fait, les gens maintenant puissent nous contacter par boîte mail et par ce boîte mail là, par ce biais-là, nous dire où se trouvaient maintenant les nouveaux talents et que nous, on allait juger que eux, oui, c'était les nouveaux talents. Et une fois qu'on jugeait que c'était les nouveaux talents, on allait maintenant aller les voir, les rencontrer, leur donner l'opportunité de pouvoir maintenant s'exprimer devant notre caméra. Tu vois? Pardon, donc les gens nous envoyaient leur son. Il y a beaucoup de gens qu'on a mis sur le carreau, comme il y a beaucoup de gens qu'on a mis en avant. Et peut-être que d'autres qu'on a mis en avant, qu'on n'a pas pu mettre en, en avant. Et il y a plusieurs, regrets que j'ai eu, parce qu'il y a plein de rappeurs aujourd'hui qui ont pété, qui m'ont contacté auparavant, et que j'ai pas, c'est pas mauvais ce que je vais dire, je suis pas allé voir, pas par un manque de trucs, c'est parce que tout simplement, j'avais donné trop d'opportunités à beaucoup de rappeurs, quand arrive au Marcel, qui ont pété, qui n'étaient pas assez reconnaissants. Donc je me suis dit, tiens, j'ai pas envie que ça recommence. Donc prenons un exemple pour Nino. Nino, il était encore reconnu au bataillon. Ses deux producteurs, c'était Mesrab avec qui j'ai grandi, c'était Mec du 91 hier. Et ils ont dit à Nino, appelle notre gars tonton Marcel qui allait venir, il va t'interviewer de notre part. Et j'étais tellement énervé contre certains artistes que j'ai pas, interviewé Nino. Pourtant Nino, on se parlait, on s'écrivait sur Facebook, tonton Marnan, tu vois. Jusqu'à même que quand vous regardez, vous tapez bien sur Internet, il a une vidéo, Nino, où il parlait de tonton Marcel, tout ça, tout. Et et il y a aussi l'artiste féminine qu'on appelle le Juice. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit rien. Il y a une artiste féminine le Juice, ça s'écrit G-U-I-I-C-E. D'accord. Tu vois, justement, et c'est une Ivoirienne qui m'avait contacté aussi sur Internet, et pour que j'ai puisse aussi lui donner de la force, tout ça, tout, et étant aussi encore énervé par tous ces sens. Il y a plein de grands rappeurs aujourd'hui qui ont réussi, en fait, ils m'ont tous contacté. Et même ton expression a fait le tour de la France. Ah oui. Toujours au cœur du terre-terre. Toujours au cœur du terre-terre. Tu sais, là, justement, récemment, je revois le soprano masqué. Je passe à côté de lui, il me tape sur l'épaule, il me dit, tu m'as pas reconnu? Je dis non, il me dit rien. Il enlève, je dis, oh, Saïd, comment tu vas, soprano? Et toi, la légende? Il m'appelle la légende. C'est pas pour rien. Non. Récemment encore,
Si tu vois sur mon compte Instagram, Tonton Marseille 91, j'étais avec Aya Nakamura. Aya Nakamura, qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'appelle même pas Tonton Marseille. Elle me dit la légende. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, c'est du respect. C'est du respect parce que les gens savent que je suis une légende. En fait, t'as vu? Voilà. Et ils ont pas peur de le dire. C'est ça qui est ils bien. ont pas peur. Ils ont pas peur. T'as dit la phrase. Ils ont pas peur de le dire. Et tonton Marcel, Oui. moi il y a une interview qui m'a franchement que j'ai beaucoup aimé avec L.I.M et Ali B Montana. Oui. Comment tu peux nous dire c'est quoi, c'était préparé, tu cherchais le clash avec eux? Je ne prépare aucune interview quand je vais voir un artiste. D'accord. Je regarde un artiste dans les yeux et je sais quelles questions je vais lui envoyer. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, l'une des plus belles interviews que j'ai pu faire, c'est avec L.I.M. D'accord. Voilà. C'était à Skyrock. Mais cette interview, je l'ai jamais diffusée parce qu'elle était vraiment très électrique. Elle était hyper dangereuse. Lui et moi, on se parlait comme des chiens. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça que j'ai aimé. Parce que, en fait, moi, je suis un mec, un peu ce journaliste Jean-Jacques Bourdin. Je ne veux être ami avec personne parce qu'à partir du moment que je suis ami avec toi, je ne pourrai jamais aller chercher ce que je veux chercher de toi. Notamment avec RWH2F. Voilà. Quand il a mis bien tes enfants et au final tu t'es dit je peux pas lui poser des questions. Impossible. Ok. Impossible. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire un truc, t'as vu? Quand il y a eu le clash entre RWH2F et Joe Dalton, et j'ai donné la partie à Joe Dalton, maintenant il me manquait la partie de Rof. Et Rof, il sortait de prison et il était le mec en vogue du moment, il était à Skyrock. Et on m'a dit, Tonton Marseille, il y a Rof à Skyrock. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon poteau, ma caméra, et j'ai dit, je vais aller voir Rof. J'ai monté les escaliers de Skyrock, j'attends maintenant la sortie de Rof. Rof, il me voit à travers les vitres, il sait que Tonton Marcel, il est là. Donc il dit, ça va chauffer ce soir. Il attend de pied ferme. Tonton Marcel, il m'attend de pied ferme. Mais il va pas me donner l'interview. Il m'a pas donné l'interview parce qu'il savait que ce jour-là, s'il me donnait l'interview, ça allait être le bordel dans le rap français. Donc, il me dit, hey, gros, je peux pas te donner l'interview. Vois avec le staff. Parce qu'à ce moment-là, il était chez Warner. Donc, maintenant, je vais voir ce qu'on signait, comment s'appelle Nino maintenant, le boss, William, non, pas William, mais comment s'appelle oui, si, William de Rex 118. Et il me dit, prends mon numéro, quand il est prêt, on t'appelle et tu vas venir faire l'interview. Ils m'ont jamais appelé, on n'a jamais fait l'interview. Parce qu'ils savaient que ce jour-là, mon poteau. Ils allaient être piquants, les Non, Tonton Marseille. Mais c'était ta marque, on peut dire. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais ami avec personne. Je voulais pas être ami avec les rappeurs. Parce que moi, je suis venu faire quelque chose, mon poteau. Si je suis ami avec toi, je ne pourrai jamais chercher ce que je veux de toi, ce que j'aimerais. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, dans le rap français, on peut plus trouver quelque chose? Parce que tous les médias sont devenus amis avec les artistes. Ok. Et donc, les questions sont plus lisses. Donc, les questions sont plus lisses. Et tu peux même plus dire aujourd'hui un rappeur que son album, il est nul. Tu penses que ça peut te mettre des bâtons dans les roues par rapport à d'autres artistes? Alors que le seul mec qui est capable de dire que ton album, il est nul, aujourd'hui, c'est Tonton Marseille. Mais aujourd'hui, je suis ami, je suis devenu même ami, et même des gens qui côtoient ces rappeurs-là. Donc, je suis avec eux. Donc, ils vont dire, mais comment tu peux laisser Tonton Marseille nous parler de nous, nanana. Tu vois, on peut, aujourd'hui, c'est fini. Le game, tu vois, les rappeurs aujourd'hui sont devenus importants. Avant, le média était important. Aujourd'hui, c'est plus le média qui est devenu important. C'est les rappeurs. C'est le rappeur. Et tant mieux ou c'est dommage? Non, c'est dommage parce que, comment ça s'appelle tant mieux et dommage. Il faut vivre avec son temps. Et Tonton Marcel, tu t'es déjà senti en danger dans une interview? Oui. Oh. Et laquelle? Oh là là. Où tu sentais que là, ça pouvait se partir en cacahuète. Ah oui. Je vais te donner une anecdote que j'ai jamais dit, mais tu vas avoir l'exclusivité aujourd'hui. L'interview qui a failli me coûter peut-être ma vie, c'était celle de Black Vénère, qui clash Kerry James. Moi, j'ai grandi avec Black Vénère. Black Vénère m'appelle, il me dit, Tonton Marcel. Pas il m'appelle. Il m'appelle parce qu'il tenait un magasin africain où ils vendent les bananes, les trucs, tous les produits africains. Et il me, comment s'appelle Non, t'as raison. Même maintenant, là, elle est encore chaude, cette histoire, en réalité. Il y a que récemment, on veut l'écouter, tu sais qu'il y a que au bout de 8 ans, 9 ans, Kerry James et moi, on s'est revus à cause de. On s'est revus.
Un soir, je sortais du sport, de la boxe, et grosse force à lui. Il revenait, je sais pas d'où, il était habillé tout en blanc avec son épouse. Gros respect. Son épouse s'est mis sur le côté. Lui et moi, on s'est mis sur le côté. Il m'a serré la main, je lui ai serré la main. Pendant laps de secondes, mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. On s'est serré la main. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Après, il a dit que la paix soit sur toi, tonton Marcel. Un regard qui voulait tout dire, peut-être. Un regard qui voulait tout dire, qui voulait dire, tonton, par rapport à cette histoire, je t'ai pardonné. C'est rien, mon frérot. On continue, la vie continue. Tu sais que cette histoire, elle a quand même mené mon frérot Black Vénère dans le coma. Ouais, c'était vraiment tragique. Ouais, il a failli ne plus se réveiller à cause de cette histoire, tu vois. Mais c'est parti très très loin cette histoire. Et c'est un grand rappeur qui m'appelle. J'étais à Skyrock. Et j'étais avec Mokobé. Et Mokobé aussi, à cette époque, il me cherchait aussi. Par rapport à cette histoire-là. Si tu veux parler, comment ça s'appelle, de cette fameuse interview où... Avec Alibi. Où on est posé, comment ça s'appelle? Parce que ça allait limite partir en bagarre. Parce que, en fait, j'ai eu une interview avec Alibi Montana et LIM dans les studios de Believe. Et j'ai eu une interview avec Alibi Montana et LIM dans un magasin de chaussures Nike, Bastille. Donc, comment ça s'appelle, laquelle que tu aimerais ou que tu as vu? Moi, j'ai vu... T'as vu celle par rapport au basket? Non, j'ai vu que vous étiez exactement, c'est dans un magasin de basket. Voilà. Et que tu posais des questions, tu faisais exprès de poser des questions. Oui. En fait, moi, je suis un mec, t'as vu, je vais te dire un truc, Sofiane. Je suis un mec qui veut pas faire les interviews comme tout le monde. Et je sais que c'est la petite mimique que je vais mettre en plus dedans qui va faire que la vidéo va exploser. C'est comme avec Jean Gabin. Quand vous entendez la vidéo, il dit, va manger du caca, je vais dire, oui, tu veux pas demander pardon à Lorco City. Je sais très bien qu'il va s'énerver à ce moment-là et que c'est cette vidéo-là que les gens vont dire, oh, regardez, MC Jean Gabin a mal parlé à tonton Marcel. Et moi, je suis un mec, même si tu me parlais mal, je ne coupais pas. Ouais, y a pas de... Ça fait partie du buzz. Ça fait partie du buzz. Du travail. Et justement, quelle est ta relation avec MC Jean Gabin? J'ai une très bonne relation avec Jean Gabin. On a fait beaucoup d'interviews, beaucoup de vidéos. C'est un chic type. Quand on se revoit, on se check, on se dit bonjour, ça va, nanana. Voilà, tu vois. Franchement, c'était des interviews aussi poignantes. Comment t'arrivais à tirer un peu le verre du nez à une personne comme Jean Gabin? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mais tonton, comment tu fais pour lui faire des interviews? Même les gens de la télévision ont peur de lui. Ils n'arrivent pas. J'ai dit, hey, je suis un bouc de la rue, moi. Je suis un thug aussi. T'as les codes. Non, c'est pas que j'ai les codes. Je suis un mec de la rue aussi, mon poteau. Je suis un bouc de la rue. Donc, il peut pas me taper. Et comment vous vous êtes rencontrés, tonton Marcel? Sans indiscrétion. Grosse force à son manager, Item. C'est lui la première fois qui nous a mis en connexion. Justement, Jean Gabin, en fait, il avait été rejeté par tous les médias. Tu as vu? Tous les médias ne voulaient plus de lui. Et c'est là que son manager réfléchit, il me dit, mais comment on peut faire revenir Jean Gabin au devant de la scène? Tiens, la petite lumière. Mais il y a mon bouc, mon gars, mon chevalier du Zodiaque, tonton Marcel. Il va faire remonter au devant de la scène Jean Gabin. Là, on fait des interviews. Déjà, on fait cette fameuse interview à Porte d'Orléans où nanana, ça monte. Et Jean Gabin, il s'est mis dans le work hard, tu vois. Et justement, grosse force à mon bouc de Grigny Kizo. Kizo, il m'appelle, il me dit, Toto Marcel, j'organise des trucs de work hard, justement. Et pas qu'il organise, mais en fait, il organisait avec des amis à lui, tu vois. Donc, il y aura Jean Gabin qui sera là. Il faut que la caméra de tonton Marcel soit là. Et à ce moment-là aussi, il y avait Eladi Doucouré, le champion du monde du 100 mètres haies, seulement qui a grandi aussi à Grigny avec nous, tout ça, tout. Donc, Jean Gabin, il arrive, tonton Marcel est là. Jean Gabin, il gagne. Je le filme. Et après, on se donne rendez-vous au KFC de Grigny. On fait cette fameuse vidéo-là je mets à peine, en moins de 1 heure, elle fait 300 000 vues. Bah, explosion. Raz-de-marée. Tout le temps, maintenant, Jean Gabin. Tonton Marcel, là, viens, tu vois. Ouais, et on faisait que des vues, oh là là, laisse tomber. Franchement, grosse force. Et j'ai inspiré énormément de personnes. Quand tu vois aussi comment s'appelle même un petit jeune qui le fait très très bien, Garde Morrison, et qu'il va filmer des artistes, ça c'est, j'en suis sûr,
l'inspiration de Tonton Marcel. C'est Tonton Marcel qui allait dans les quartiers, au cœur du terre-terre, filmer les artistes. Quand, comment ça s'appelle, Caris est produit par Booba, c'est parce que Booba regarde les interviews de Tonton Marcel et c'est là qu'il déniche Exactement, pour son album. pour son projet, tu vois. Donc, en fait, quand je vais filmer Desporuti, je vais filmer, là, j'oublie beaucoup de rappeurs, tu vois, Sofiane. Mais la plupart des rappeurs du rap français, la plupart sont tous passés devant la caméra de Tonton Marcel avant qu'il pète. Et maintenant, beaucoup de gens commencent à reconnaître que Tonton Marcel était avant-gardiste, était trop en avant sur son temps. Tu vois? Parce que je vais te dire un truc. Les gens reprochent à Tonton Marcel d'avoir amené beaucoup de clash dans le rap français, mais quand tu regardes beaucoup le rap français, ils se autoclashent aujourd'hui. Quand tu regardes bien, regarde Booba, dernier clash. Actuellement, c'est quoi? Kalash, Booba, Gâteau. Ouais. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Avant, ils collaboraient ensemble. Ils collaboraient ensemble. Aujourd'hui, pour question d'ego, question de femmes, question de ceci, cela, ils se clashent, ils insultent, ils s'insultent. Moi, ce qui me fait le plus mal dans ce genre de clash entre Booba, Kalash et Gâteau, c'est comment ils se clashent les mamans. Vous n'avez aucun respect pour vos mères, même ou quoi? les femmes, ils insultent les femmes. Et Tonton Marcel, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? Cette nouvelle génération, elle est très, très forte. Grosse force à eux. Et elle apporte un univers. Et cette nouvelle génération, c'est beaucoup de gens que je connais qui les produisent, tu vois. Et je tiens à leur tirer le chapeau. Tu sais, le problème aussi, Sofiane, c'est que il faut accepter que de la manière que nous, on était une génération par rapport à nos parents, il faut accepter que cette nouvelle génération est une nouvelle génération par rapport à nous. T'as vu? Nous, on a connu un autre rap. Cette nouvelle génération ramène un autre rap. Et il faut l'accepter. Il faut pas dire que le rap était mieux avant. Il faut dire que le rap évolue avec son temps. Nous, on se souvient quand certains rappeurs rappaient à l'époque, c'était parce que nos parents venaient d'arriver du bled. Ils nous avaient ramenés avec eux dans leur valise. Et on savait pas lire ni écrire. Donc, on connaissait pas encore bien la France. On était ces immigrés là qui apprenaient à connaître la France et qui faisaient en sorte que la France les aime. Mais cette nouvelle génération, ils attendent pas que la France les aime. C'est des Français. On est intégrés. C'est des Français. Donc, ils vont chanter ce qu'ils vivent. Ils bicravent, ils font des bêtises. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc on accepte cette nouvelle génération avec leur code. Et je tiens à dire un truc assez important. Il y a un artiste qui s'appelle Pépito CDM qui arrive. C'est le fils d'un ami que je produis. Et on s'est donné exactement maximum 8 ans pour faire le Stade de France. Et c'est un artiste qui est en train d'arriver. Il a 18 ans. Et il va dans très peu de temps, il va tout déchiqueter. Il s'appelle Pépito. Pépito 9.1. Il vient du 91. Et sur TikTok, c'est Pépito CDM. Allez-y le suivre. Donnez-lui de la force. Il est fort, il fait des freestyles de malade. C'est le fils d'un ami à moi. Il s'appelle Pépito. Sur Instagram. Pépito 9.1. Et si vous aimez, donnez de la force. Mais ce qui est sûr, que vous aimez ou que vous aimez pas, il va arriver. En tout cas, on va le suivre fort. Voilà. Tonton Marcel, comment juges-tu le traitement médiatique actuel du rap français? Moi, je pense que les médias ont leur manière de traiter le rap français d'une manière un peu bizarroïde. Mais la manière qu'il la traite parce que c'est de la même manière que les artistes la traitent, en fait. Parce que les artistes qui sont connus aujourd'hui, ils veulent pas aller chez les médias qui sont pas connus. Alors que c'est les médias qui ne sont pas connus qui les ont fait aujourd'hui. Et donc, ils veulent aller chez les médias mainstream. Mais en réalité, les médias mainstream, ils en ont rien à foutre d'eux. Parce que ils nous considèrent un peu beaucoup comme toujours de la musique de sauvage. Alors que aujourd'hui, le rap français, le hip-hop, fait partie de cette musique la plus populaire de France. On a dépassé la variété. Puis à son âme, à Johnny Hallyday qui est mort. Depuis que Johnny Hallyday est mort, on voit pas qui peut relever justement cette variété française.
Mais non, Aznavour aussi, il a validé. il y a peut-être Maître Gims, mais Maître Gims, je pense que il a compris que c'est pas la variété française qui allait rapporter de l'argent. Il fait un peu du rap Zumba, il fait un peu de la variété Zumba, tu vois. Mais variété même, il n'en fait plus, tu vois. Et là, il fait beaucoup danser les gens, donc grosse force à lui. Un artiste que j'ai très bien connu, justement, Maître Gims. Et en fait, les médias, ils veulent même pas donner l'heure. Si tu vends pas et t'es pas capable de faire un Stade de France, ils veulent pas te donner l'heure. Même un mec comme Jul, un mec comme, comment ça s'appelle, un Nino, qui a fait un Stade de France, 2 Stades de France et des Stades de France de malades, et qui remplit des stades tels que Nino, non, comment ça s'appelle, Alonso, Jul, qui remplissent des vélodromes, qui viennent en France, à Paris, qui remplissent des Stades de France. Même les gros médias mainstream leur donnent même pas l'heure. J'ai jamais vu TF1 aller filmer ces rappeurs-là. Alors que c'est des gros artistes. Alors que c'est des gros artistes qui vendent. Tu sais, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, tu aurais dit le rap français allait rentrer au Stade de France, t'allais rigoler. Même tu disais ça à TF1, ils allaient rigoler. Parce que ceux qui étaient capables, c'était les mecs comme les Américains ou Johnny Hallyday, ainsi de suite. Mais quand tu vois aujourd'hui Jul qui remplit le Stade de France, Maître Gims qui remplit le Stade de France, Booba qui fait le Stade de France, Ennio qui arrive, qui fait 2 Stades de France de suite, finalement, ils doivent donner l'heure à la musique française, qui est le rap aujourd'hui. C'est fort ce qu'ils font, en tout cas, des mecs de quartier qui arrivent à dépasser un petit peu leur situation actuelle, où ils étaient, pardon, et ils arrivent à aller dans le top. Oui, mais qu'on arrête de dire les mecs de quartier, t'as vu? Qu'on arrête. C'est des êtres humains. Des êtres humains, ouais. Voilà, tu as vu, voilà, c'est des êtres humains. Un quartier ou par quartier, ils ont fait le nécessaire pour arriver où ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Est-ce que pour pouvoir faire un Stade de France, il faut forcément venir d'un pavillon? Non. Non. Est-ce que pour pouvoir faire du rap, il faut forcément venir d'un ghetto? Non. Moi, je connais des gens qui font du rap, qui viennent d'une famille aisée. C'est parce que c'est une branche musicale dans laquelle ils s'inspirent, ils se retrouvent, ils aiment, ils adorent, ils apprécient. Donc, la branche musicale que le hip-hop n'appartient pas à une seule catégorie de personnes défavorisées. Mais vu qu'on vient des quartiers, des fois, ça, tu vois, il nous réduit entre guillemets à ça, quoi. Alors que même quand on devient des gros artistes et qu'on fait le Stade de France, eux, ils voient pas forcément l'évolution. Ils voient surtout qu'on vient, d'où on vient, ou peut-être notre couleur de peau, non? T'es pas d'accord? Eh ben, c'est là où j'en veux un peu aux rappeurs. Parce que les rappeurs, ces médias mainstream, justement, ils traitent ces artistes-là comme tu viens de dire. Mais par contre, ils courent toujours derrière ces genres de médias-là. Alors que nous, qui les traitons bien, et qui les mettons en avant et qui les valorisons, nous, ils nous négligent. Parce qu'on n'a pas assez d'abonnés. Non, c'est pas qu'on n'a pas assez d'abonnés. T'as peut-être pas tort, peut-être qu'on n'a pas assez d'abonnés. Mais quand ils étaient personne, ils estimaient qu'on avait assez d'abonnés pour eux. Alors maintenant qu'ils deviennent quelqu'un, ils estiment que nous, qui avons contribué au développement de leur art, on n'a plus assez d'abonnés, donc ils ont besoin d'aller plus haut. Alors que plus haut, ils en ont rien à battre d'eux. Ils connaissent pas la culture. Ils connaissent pas la culture, et en plus, on est géré par des gens qui connaissent pas du tout la culture. Malheureusement. Alors qu'on a des gros piliers du rap français qui sont aujourd'hui, ils ont 50 ans, où ils connaissent vraiment le hip-hop, comme Jackie ou Benji, on devrait vraiment aussi parfois les mettre en avant. Grosse force à eux, en tout cas. Voilà, j'étais avec eux récemment, il n'y a pas longtemps. Voilà, comme Kerry James, on le verrait bien dans un label où il ferait la direction artistique, par exemple. Au moins, c'est une personne qui connaît, c'était un rappeur. Je pense qu'on devrait plus avoir des Mokobé en directeur artistique, parfois dans les labels, non? Au moins, peut-être qu'il connaît un peu. Non, grosse force à mon frère Mokobé. Grosse force à mon frère Mokobé. Parce que ces gens, ils ont fait beaucoup de choses. Et arriver dans des têtes de labels, ça pourrait peut-être... C'est des boucs comme Tonton Marcel, il faut dans les labels, parce que c'est moi qui ai les oreilles, c'est pas eux. Aussi. Eux, c'est des artistes, c'est pas des... Exactement, aussi. C'est nous qui avons sillonné le rap français pour aller dénicher les rappeurs de demain qui allaient devenir des artistes de demain, c'est nous. Exactement, t'as pris ton courage à demain, bien sûr. Ils étaient personne. C'est nous, c'est pas eux. Eux, ils ont chanté, ils ont fait la maxi caillasse, maintenant laissez la place au... Tu sais, je vais te dire un truc. Le problème du rappeur, c'est qu'il veut être manager, il veut être comptable, il veut un truc. Tu sais rapper? Rap. T'as besoin d'un comptable? Cherche un comptable. T'as besoin d'un manager? Prends un manager. Mais tu veux être comptable, manager, rappeur. Mais à un moment, il y a quelque chose qui va pas. On peut pas tout faire. Non. On peut pas tout faire. Tout seul. Et toi, justement, Tonton Marcel, t'aurais pu être
dans un grand label en tant que directeur artistique. Même bien sûr. T'aurais accepté si Mais bien sûr, mais moi, on m'a mis des bâtons dans les roues. Mais moi, on m'a mis dans les bâtons dans les roues. J'étais prévu dans beaucoup de choses. Hey, tu sais, un simple petit Ivoirien qui vient de la Côte d'Ivoire en 1987, qui sait ni lire ni écrire, qui monte un putain de site de rap, que les gens voulaient racheter presque 500 000 euros, et j'étais persuadé que j'allais le monter haut. À partir du moment que j'ai refusé les 500 000 euros, c'est là que tous mes problèmes ont commencé. J'allais en venir justement. C'est là que tous mes problèmes ont commencé. Je suis prévu là. Non, on fait en sorte. Non, il faut pas le prendre. Ah, c'est un blédard. Hein? Mon poteau. Tu peux pas dire, je suis fier d'être africain, et 2 minutes plus tard, comme disait Despo, tu critiques mon accent africain. C'est de l'hypocrisie un peu. C'est de l'hypocrisie. Beaucoup même. Soit tu es fier d'être africain dans toute sa splendeur, soit tu n'es pas fier. On peut pas jouer dans les deux. Tu peux pas jouer dans les deux sens, tu vois. Et puis au contraire, il n'y a pas de honte, c'est une fierté de ce qu'on est, c'est nos racines. Effectivement, voilà. C'est ce qu'ils nous font. Et pour toi, selon toi, tonton Marcel, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon journaliste ou pour être un bon journaliste du rap français? Les qualités nécessaires pour être un bon journaliste, c'est déjà s'écouter soi-même et ne pas être ami avec les artistes. Et ne pas être ami avec la personne que tu vas interviewer. Parce que à partir du moment que tu deviens ami avec la personne que tu vas interviewer, t'as parti pris automatiquement. Et tu pourras plus faire ton boulot de journaliste, parce que un journaliste, il est là pour informer, pour dénoncer. Voilà. Et un journaliste, il ne doit pas avoir de cœur. Il doit faire son travail. Il doit faire son travail. Sans parce émotion, que si un journaliste qui a trop de cœur, peut pas faire son boulot. Il a pas assez de recul. Ah, moi, j'avais pas de cœur quand je faisais ça. Quand j'allais au cœur du terre-terre, je m'en battais la race. Toi là, t'as un nombril, tu vas souffrir aujourd'hui. T'es devant ma caméra. T'es devant ma caméra, et je m'en bats la race. Même si tu me dis de couper, je vais balancer. Je vais dire, ah, j'ai oublié, excuse-moi. Pas de cœur, mon poteau. Et après, j'ai eu un cœur parce que, justement, ma connerie a fait en sorte que un pote puisse aller à l'hôpital dans le coma. Et là, j'ai dit non, il faut donner un peu de cœur. Sinon, au début, je m'en battais la race. Et tonton Marcel, tu peux nous raconter un peu plus cette période où tu as eu la proposition des 500 000 euros pour reprendre ton site ndaoud.com. Pourquoi tu as refusé justement les 500 000 euros? Mais tu sais, j'étais posé calmement à la maison, je reçois un mail, tout ça, tout. Oui, bonjour monsieur Marcel, nous sommes intéressés par les statistiques de votre site. On aimerait bien vous rencontrer pour que nous puissions discuter, échanger et voir où est-ce qu'on peut en venir avec au niveau de votre travail. Donc moi, tout gentil, on me donne une adresse, je suis reçu dans un grand restaurant, franchement tout seul. Je mange, je redors, nanana. Et je vois des gens en costard cravate débarquer devant moi. Je dis, oh, le petit site là, c'est ça qui fait paniquer les gens comme ça, là, tu vois. Alors que moi, je suis cuisinier, hein, parce que je cuisine, tac, mes petits oignons, tout ça, je finis, je fais mon truc, je balance ça, tu vois. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, ce truc pour rigoler allait me propulser aussi haut, tu vois. Donc, j'arrive dans un bon restaurant à Paris, dans le 16e arrondissement. Les gens, ils sont, ah oui, bonjour, monsieur Marcel, nous sommes vraiment intéressés par votre site. Non, on voit que vous faites des millions de vues. Nous sommes prêts à investir sur vous. Nous sommes prêts à racheter votre site. Donc, vous êtes partant. Je dis, mais vous me proposez combien, tout ça, tout? Ben, c'est un chiffre qui dépasse un gros chiffre, quoi, tu vois. Je dis, mais quand vous dites gros chiffre, c'est quoi? C'est 100 000, c'est 50 000. Il me dit, non, il faut monter un peu. Tu vois, j'ai dit, 200 000, non, il faut monter un peu. 300 000, il faut monter un peu. 400 000, il faut monter un peu. Je dis, ah bon? Vous voulez me dire 500 000? Il me dit, vous avez trouvé le chiffre. Au début, je vais pas te mentir, j'ai commencé à trembler. Tu vois ce que je me suis dit quoi? Si je vends le site, je crée un business générationnel et je mets même mes petits-enfants qui sont pas encore nés à l'abri parce que je vais en Côte d'Ivoire, je construis ça, je vais ça, tu vois, je vais dire. Et donc, j'ai réfléchi, je dis, laissez-moi réfléchir, tout ça, tout. Et je sais pas, j'arrive chez moi, je réfléchis, et il y a Jean Gabin qui m'appelle. Tonton Marcel, viens, on va faire une interview, tout ça, tout. Je vais faire une interview. Et Jean Gabin, il parle. Et je dis, waouh, putain, tout ce qu'il a dit, Jean Gabin, dedans, ça va faire exploser encore plus mon site, tu vois, je vais dire. Et après, j'appelle les gens, je dis, non, je suis pas intéressé par votre proposition. Laissez-moi monter encore un peu plus le site. Et après, je reviens pour qu'on puisse discuter encore plus. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand le fait que j'ai refusé,
boum, les problèmes ont commencé. Mon site a commencé à sauter, mon serveur a commencé à plus marcher, Bizarre. Bizarre, oui, tout ça. Alors que d'habitude, il fonctionne toujours. Alors que tout fonctionne, tu vois. Et alors que je payais le serveur bien correctement, je leur donnais, puisque c'était un prélèvement qu'ils me faisaient tous les mois, tu vois, donc, puisque sur le compte, il y avait de l'argent, donc. Et au final, tu penses qu'ils t'ont mis des bateaux dans les roues? Par Ouais. rapport à ce refus? Ouais, m'a beaucoup, parce que, une fois que, en fait, ce truc a été refusé, tous mes problèmes dans le rap français ont commencé. Et tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir vendu? Non. Non? Non. Et justement, tonton Peut-être que Marcel. quand je suis dans ma chambre, je pleure, oh, j'aurais dû vendre, tu vois. Tu vois. Ouais. 500 000 euros, tu vois. Mais tu as eu du courage de refuser. Peut-être tu t'es dit, au lieu qu'ils me proposent 500 000, ils vont me proposer. Oui, mais j'ai eu du courage de refuser. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je pouvais le monter plus haut. Et je savais que je pouvais le monter plus haut. Parce que, en fait, le démarrage que j'avais commencé dans ce game, il n'y avait personne qui l'avait fait encore. Je te dis, des gens viennent me voir, ils pleurent devant moi. Je travaille à Disney, des gens, ils viennent devant moi, ils pleurent devant moi. J'ai toujours voulu te rencontrer, tonton Marcel. Excuse-moi de pleurer devant toi. J'ai toujours voulu te rencontrer. Je dis, mais oh, calme-toi, je suis pas Nelson Mandela. Non, tonton, t'as bercé ma jeunesse, t'as bercé ma vie. C'est beau. Je pense que c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir lorsqu'on fait du contenu sur YouTube. Il y a personne dans le rap français, en intervieweur, qui a fait pleurer quelqu'un. Moi, oui, quelqu'un a pleuré pour moi. Quand je me déplaçais, on avait l'impression que c'est une rockstar qui se déplace, alors que c'est juste un intervieweur de site de rap. Même moi-même, je me rends même pas compte encore aujourd'hui de ce que j'ai pu apporter dans ce game. Bah, des gros artistes, en tout cas, t'as mis en avant. Ils ont signé grâce à tes interviews, la plupart même. C'était même pas des gros artistes, c'était des artistes nuls. Des petits artistes, ouais. Qui sont devenus gros par rapport à la caméra de tonton Marcel. Faut lui dire la vérité. Ces gens-là ont signé grâce à la caméra de tonton Marcel. Si la caméra de tonton Marcel n'était pas là, aucun média ne voulait ces artistes-là. Et tonton Marcel, pourquoi le média indaoud.com, il s'est arrêté? Booba, il en est pour quelque chose. Et aussi, les rappeurs m'ont démotivé. Tu vois? Quand tu vois, on te dit, c'est marqué, Eli Yafa a supprimé, nanana, fait ça, nanana. Après, ils t'ont mis des bâtons dans les roues, des rappeurs surtout? Des rappeurs, Tu sais quoi, il dit, comment s'appelle, Booba, il dit à un moment, j'éteins des carrières, et même comment s'appelle, quelques journalistes, Ah ouais. Il parle de moi. Ah, j'ai cru qu'il parlait de Bouscapé par rapport à... Non, il n'a pas été à Bouscapé. Ok. C'est qui il a été? C'est tonton Marcel, c'est pas Bouscapé. Ok, tonton Marcel. Et as-tu un mot préventif à apporter aux jeunes de quartier ou qui vivent une situation un petit peu délicate, où ils se cherchent un petit peu? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Moi, les jeunes de quartier qui vivent une situation délicate, je leur dis, tenez bon, écoutez vos parents, respectez-vous, arrêtez les rixes, ne vous prenez pas la tête, arrêtez de fumer, surtout parce que ça vous monte à la tête, et arrêtez d'écouter les grands des quartiers qui ont raté leur vie et qui veulent que vous aussi, vous soyez dans la même situation que eux. Donc, la famille, s'il vous plaît, restez forts, soyez forts, l'école. Et si vous aimez pas l'école, faites un apprentissage comme tonton Marcel l'a fait pour être aujourd'hui quelqu'un. Autodidacte. Voilà. Et mais si il y a un truc assez important que j'aimerais dire, respectez vos parents, ne faites pas pleurer votre maman, parce que j'avais qu'une seule mère. Hein. Le jour qu'elle sera plus là, j'aurai que vos larmes pour pleurer. Exactement. Excuse-moi, tonton Marcel, avec tout le respect que je te dois, est-ce qu'on peut en parler un peu plus de l'histoire avec Booba, du fait qu'il t'a... On peut en parler ou pas? Le fait qu'il t'a un petit peu peut-être boycotté, si on peut le dire. Tu sais, Booba était un fan de tonton Marcel. Je vais te dire pourquoi c'est un fan de tonton Marcel. Mais Booba était aussi un peu énervé contre tonton Marcel. Et je vais te dire aussi pourquoi Booba était énervé contre tonton Marcel. Booba était énervé contre tonton Marcel parce que j'ai beaucoup filmé beaucoup d'artistes qui le clashaient. Tels que Joe Dalton, tels que Morsay, tels que Alpha 520, tout ce Ghetto Fabulous Gang critiquait beaucoup critiquait beaucoup Booba.
Donc, Booba m'en voulait beaucoup pour ça, parce que Booba, je l'ai croisé plusieurs fois. J'étais en showcase avec lui, j'étais au concert de La Fouine, à La Cigale, et il y a eu Booba pour faire, comment ça s'appelle, Reste un Reste chien. en chien, ainsi de suite, voilà, tu vois. Et même que Booba, même pour se faire pardonner par rapport à certains trucs envers moi, et il m'a donné, comment ça s'appelle, Mala, dans le magasin Uncut à Châtelet-Léal, pour te dire qu'il est vraiment, à tel point, il était fan de moi. Et il m'a donné aussi, comment ça s'appelle, Père son âme, Brahms, ils étaient en train de tourner un clip à Clamart, Tonton Marcel était là-bas. Et on s'est vu, comment ça s'appelle, avec Chris Macari, lors du tournage du clip Game Over à Boulogne. Donc, comment ça s'appelle, Booba est un fan de moi. Et je vais te donner une grosse exclusivité. Booba fait découvrir un artiste qui s'appelle Gâteau. La communauté haïtienne fait venir Gâteau en France. Gâteau, il me prend sur le côté, avec Chris Macari. Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Chris Macari me dit, Tonton Marcel, Booba m'a dit, si j'arrive en France, le premier journaliste que je dois contacter, c'est toi. C'est pour ça que Tonton Marcel s'est retrouvé à la conférence de presse, parce que c'est Booba qui voulait que Tonton Marcel soit présent pour interviewer son ami qu'on appelle Gâteau. Et ça, je te donne une exclusivité, mon gros. Et donc, bon, et maintenant, j'ai fait une photo avec Gâteau. Gâteau met ça sur son Instagram et il envoie la photo à Booba. Et Booba lui dit, fais un big up à Tonton Marcel. En réalité, il n'a pas la rage contre moi. Je sais pas. En réalité, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Je sais pas. Sauf il comprend. En fait, il aime pas quand on il faut le comprendre, en fait. Ouais. Il faut le comprendre, le B2E. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Quand tu es en clash avec une autre personne, il faut pas parler avec l'autre personne. Voilà, tu vois. Il va voir le... Bref. Et surtout, moi, comme je disais, j'ai interviewé aussi des artistes qui les clashaient. Et moi, à l'époque, j'ai grandi aussi avec Cynic. Dans le 80, il y a des Ulysses. Et à un moment, Booba, il était en clash avec Cynic. Et Tonton Marcel était avec Cynic. Donc, à chaque fois, j'interviewais Cynic. Cynic le clashait constamment aussi, tu vois. Ouais, effectivement. Et Tonton Marcel, aurais-tu un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est... Ce mot de la fin, il est pour toi et ton équipe. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi. Justement, et grosse force à la ville Gonesse 95. Et particulièrement à toi, Sofiane. Bonne continuation. Merci. Lâche pas l'affaire. N'écoute jamais les gens qui vont te dire ton média, il fait aucune vue. Pourquoi? Parce que moi, au début, on a voulu me démotiver en me disant, oui, mais tu fais qu'une seule vue. Et j'ai persévéré. Et je suis devenu aujourd'hui le Tonton Marcel que je suis. Et donc, c'est dans la persévérance qu'on devient quelqu'un. Donc, je te souhaite bonne continuation, réussite. Et si tu peux même aller plus haut, n'hésite pas. Donc, mon frérot. Merci beaucoup, Tonton Marcel. Belle interview. Et en tout cas, tu fais partie des gens qui nous ont inspirés. Et surtout, quand on a vraiment commencé les interviews, on a revérifié, on a un peu pris les interviews des gens et tout ça, des gens qu'on voyait à l'époque. Et t'en fais partie, justement. Et c'est grâce à toi aussi qu'on en est là aussi. En tout cas, merci beaucoup, Tonton Marcel. Merci à vous. Très gentil. Merci, Tonton. Si Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra lumière noire. Hey, posez-vous calmement avec le frérot qu'on appelle Sofiane. Ça arrive lourd, sale, propre, vous n'êtes pas prêts. Bah! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière Noire. On était dans les locaux avec Cœur Musical. Abonnez-vous à leur réseau. Et voilà, on était avec Tonton Marcel, une interview à cœur ouvert. Merci beaucoup.